bonjour à tous, puis merci encore à tous les nouveaux abonnés, je suis très contente de voir que plusieurs personnes suivent cette chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de méditation et quelque part pourquoi on pratique la méditation, pour bien comprendre à quoi ça peut servir. Donc on ne peut pas vraiment à quoi répondre justement à cette question, à quoi ça sert, parce que les personnes ils l'utilisent pas pour les mêmes raisons. La méditation, c'est quelque part qu'un outil qui peut être mis au service de tout un tas de choses. La méditation de pleine conscience, c'est la méditation dont on entend parler beaucoup sur le net. C'est une méditation qui n'a pas de couleur religieuse. Elle trouve ses origines dans les traditions spirituelles anciennes, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est principalement l'arrivée du bouddhisme en Occident qui fait que cette technique est devenue populaire en France et en Europe quelque part. La pleine conscience, c'est une partie essentielle de la pratique bouddhiste. Un cheminant spirituel, les cheminants spirituels sont encouragés à être présents à leur corps, à leurs sensations, à leur esprit et à ce qui s'élève en eux. Quand un pratiquant bouddhiste pratique la méditation, ce qu'il veut rencontrer, c'est la nature de son esprit. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est ce que j'expliquais la dernière fois. C'est lorsqu'on réussit à ne plus être identifié à son ego, quelque chose apparaît qui est de l'ordre d'un principe d'amour et de compassion, un principe universel. Donc un pratiquant bouddhiste, lorsqu'il médite, il cherche à connaître la vérité de son esprit et aussi de toute chose. Donc il y a deux grandes vérités dans le bouddhisme, enfin bien d'autres, mais il y a deux vérités qui sont celles de la souffrance et qui va prendre sa source justement dans une autre vérité qui est celle de l'impermanence. Donc que veut dire le mot impermanence qui est tant utilisé dans le bouddhisme ? C'est juste qu'il n'existe rien qui n'est pas changeant et auquel on peut se raccrocher. Chaque condition de vie que l'on rencontre, chaque émotion, quelque part, ne dure pas. Chaque pensée n'est que changement, et en prenant conscience de ça, quelque part, on arrête de s'accrocher à des idées qu'on a sur soi-même, car on voit quelque part qu'on peut s'accrocher à rien qui pourrait ressembler à quelque chose qui en appellerait un soi. On délaisse alors l'identification à toutes les images qu'on a de soi-même, en fait, je suis comme ci, je suis comme ça, et on ne compte finalement que le moment présent. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile à accepter cette idée d'impermanence ? C'est juste que ça signifie aussi qu'on peut s'accrocher quelque part à aucune quelconque sécurité sur ce qui nous entoure, parce que ça fait que changer. Et donc dans cette méditation, on essaie de découvrir par nous-mêmes cette vérité pour qu'elle soit acceptée par nous en fait. Le bouddhisme, ça prône l'acceptation de ça et en mettant tout ça en conscience pour qu'on arrête de lutter contre cette idée de changement et qu'on ait une certaine acceptation face à elle. Le problème, c'est qu'accepter cette idée d'impermanence, ça nous fait toucher des peurs très archaïques. Celle de la mort, par exemple, qui est en lien avec la vérité de l'impermanence, parce que ça nous rappelle que nous-mêmes, on est impermanent et ça veut dire qu'on va mourir. Nous, on fait tout pour oublier cette idée, mais c'est pas parce que on fait tout pour l'oublier que cette peur, elle n'existe pas au plus profond de nous, en tout cas. Et l'impermanence, elle nous ramène aussi au fait de vieillir, c'est-à-dire que notre corps change. Et enfin, la permanence, ça nous ramène à une certaine forme de folie, parce que si on accepte qu'on est un amas de pensées changeant en permanence, on touche à cette réalité-là. Et on peut, dans les méditations, atteindre des peurs de cet ordre-là, en fait. En gros, cette idée d'impermanence, elle nous ramène beaucoup d'insécurité. On voit qu'on peut s'accrocher à rien, les amitiés viennent et s'en vont, les amours aussi, les biens matériels peuvent disparaître. Il n'y a plus rien de solide et il y a beaucoup d'angoisses qui sont en lien avec cette réalité du monde, finalement. C'est marrant parce que alors on se dit pourquoi aller se torturer l'esprit et se faire peur en allant se mettre toutes ces peurs devant le nez. Et bizarrement, par mon expérience personnelle, prendre conscience de tout ça, c'est comme si on mettait bien en évidence toutes nos peurs et la méditation, ça devient quelque part un espace où on essaie de se détendre avec toutes ces choses-là. Finalement, on arrête de se faire surprendre par cette réalité qui passe sa vie à nous exploser à la gueule, et le fait de la mettre en conscience, finalement, par l'expérience, je vois que ça détend. Et en fait, c'est très logique en fait, de voir que ça détend. On peut faire une analogie, par exemple, si, je sais pas, dans une pièce, on sait qu'il y a un serpent vénéneux qui est là. Et ça va être difficile pour nous de se détendre en imaginant qu'il peut nous sauter à la gorge tout le temps, quoi. Mais par contre, si on est, nous, dans un coin de la pièce et qu'on voit ce serpent dans l'autre coin de la pièce, qu'on l'a en vue, le fait de le voir, on va se sentir beaucoup moins effrayé et on va réussir peut-être à avoir des moments de détente. En fait, on peut faire un peu cette analogie-là. Alors dans le bouddhisme, heureusement, il n'y a pas que cette dimension qui existe,
parce que sinon ce serait un peu déprimant. Donc heureusement, il y a quelque chose qui nous redonne un petit peu d'espoir, c'est que lorsqu'on arrête d'être identifié à notre ego, on découvre ce qu'on appelle notre nature de Bouddha, donc qui est toutes les qualités que notre esprit a en fait, lorsqu'il est plus pollué par nos peurs et nos identifications à nous-mêmes justement, et on dit que c'est une sensation merveilleuse, donc voilà, un petit peu d'espoir, c'est pas mal. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est un peu tout ça pourquoi les gens venaient méditer dans le bouddhisme. Et donc c'est dans les années 70 que le bouddhisme est arrivé aux États-Unis. Plusieurs occidentaux ont adhéré et ont trouvé intéressant cette philosophie. Et ils ont commencé à suivre les instructions de certains maîtres qui sont venus enseigner là-bas. Alors une petite parenthèse sur le terme maître, justement, qui peut déranger, parce que quelqu'un penserait que c'est quelqu'un qui va exercer une sorte de pouvoir sur les autres. Alors quand on utilise le mot maître dans le bouddhisme, c'est plus dans le sens où on l'utilise dans l'expression un maître chocolatier ou un maître d'orfèvrerie par exemple. C'est quelqu'un qui va être expert dans ce qu'il transmet. Et là en l'occurrence c'est un maître méditant, donc qui est expert dans le fait de connaître son esprit. Donc voilà, petite parenthèse quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très dérangés par ce terme-là. Donc bref, quand certains occidentaux ont commencé à pratiquer la méditation, dans tous ces objectifs dont je viens de parler, de trouver une certaine vérité, ils se sont rendus compte que ça avait des impacts sur leur vie quotidienne de manière assez positive, et ils ont trouvé ça dommage qu'il faille justement être dans un chemin spirituel et accepter quelque part certaines idées religieuses pour pouvoir avoir accès à la méditation. Et donc c'est là que Jon Kabat-Zinn, qui est un des précurseurs là-dedans, c'était un professeur de médecine américaine, qui est un des premiers à avoir extrait les pratiques de méditation pour les rendre complètement laïques et les utiliser dans un contexte médical, il a développé, lui, le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui s'appelle le MBSR. Et ce programme, il visait à aider les patients souffrant de douleurs chroniques et de stress à travers des pratiques de méditation, de pleine conscience, justement, qu'il avait trouvé dans le bouddhisme, pour les soulager. Donc depuis les travaux de Jon Kabat-Zinn, la pleine conscience, ça s'est répandu dans plein de domaines. Donc on la trouve maintenant dans la psychologie, dans la médecine, dans l'éducation, on voit qu'elle arrive même dans les lieux de travail. Donc il y a plein de programmes et de techniques qui ont été développés pour intégrer la pleine conscience dans la vie de tous les jours quelque part. Alors toutes ces techniques, elles sont complètement détachées de leurs racines religieuses ou spirituelles, et c'est très bien, parce que quand on les utilise dans les contextes où la laïcité, elle est vraiment une valeur importante, notamment dans le domaine public, c'est très important de savoir bien séparer ce qui est du domaine de la croyance et du choix spirituel et du domaine de la méditation bien-être. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant la méditation, elle est un peu utilisée à toutes les sauces. Et il est important de revenir parfois justement aux racines, essayer de comprendre un petit peu ce qu'étaient les pratiques au début. Parce que si des gens comme Jon Kabat-Zinn, ils ont vu les bienfaits de la méditation, c'est parce qu'ils avaient des instructions très claires, eux. Aujourd'hui, malheureusement, parfois les instructions données, elles ne sont pas forcément claires, et beaucoup sont perdus et véhiculent des idées un petit peu fausses sur la méditation. Alors c'est pas embêtant en soi, mais le risque c'est que certaines personnes pratiquent la méditation et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, parce que les instructions données, elles ne sont pas adaptées à l'objectif de la personne quelque part. Maintenant, ce que j'aimerais poser, c'est une réflexion sur ce qu'est la méditation. La méditation, c'est simplement un entraînement, une gymnastique quelque part. On entraîne notre esprit à faire quelque chose. C'est juste un outil. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est à quoi on va entraîner son esprit. Donc pour moi, il existe déjà 3 grandes familles de méditation quand on utilise ce mot méditation à notre époque. Donc il y a la méditation pure, celle de pleine conscience, les visualisations ou la relaxation. Et tout ça, on appelle ça de la méditation. Quand on médite, on laisse les choses émerger. Et on essaye de les observer sans essayer de changer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment la méditation. Dans ce que moi j'appelle la relaxation, on vient dans un état et on cherche que la méditation, relaxation, nous emmène dans un autre état. Et ensuite, on a des méthodes de visualisation qui consistent à essayer de faire monter en nous certaines qualités en utilisant l'imagination. Donc on peut s'imaginer confiant, paisible ou dans un lieu très calme par exemple, et on cherche à se relier à une qualité pour qu'elle grandisse en nous. C'est les méditations par exemple qu'on trouve sur l'application Petit Bambou, des méditations sur la générosité, sur la bienveillance, etc. Donc ces méditations, elles s'inspirent aussi des visualisations qui existent dans le bouddhisme et qui consistent à visualiser directement un être plein de sagesse, c'est-à-dire le Bouddha,
pour avoir naturellement envie de développer les qualités de cet être-là. On a envie de lui ressembler en fait. La différence entre la méditation et la relaxation, elle est importante parce que cette technique, elle est parfois exactement la même, mais on va se concentrer quelque part sur la respiration, mais le désir, il va pas être exactement pareil, et du coup, malgré deux pratiques qui semblent similaires, ça va pas être exactement pareil. Donc la première technique, cette technique de relaxation, on va quelque part utiliser la respiration, et c'est un bon outil parce que on va se concentrer sur le côté apaisant de la respiration. Donc c'est un va-et-vient naturel qui va nous bercer et aussi qui est rassurant parce qu'il est régulier, quelque part il ne nous surprend jamais. Il est toujours là pour nous servir quelque part de refuge, et c'est très bien de faire ça, hein. Il faut juste savoir pourquoi on le fait, c'est pour s'apaiser. Donc pour cette relaxation, que moi j'appelle pas méditation, on peut utiliser aussi d'autres supports qui vont avoir le même but. On pourra avoir comme support les sensations corporelles, des sons, des odeurs, de la musique par exemple. Et en mettant notre attention sur le corps plutôt que sur les pensées, dans cette idée d'accéder à une certaine détente, on va avoir une certaine détente. Quelque part, avec cette relaxation, en fait, on va avoir la possibilité de s'offrir des moments de calme dans la journée. Et ça va être ça que ça va faire, en fait. Il faut juste être au courant que c'est pas le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est pas d'être calme. Et il y a juste un petit risque, si on fait cette confusion entre ces deux termes, c'est que potentiellement, on va se dire que la méditation, ça marche pas vraiment. Parce que parfois, on va arriver à avoir ces moments de calme, et parfois, on va se décourager, et on va pouvoir rejeter la méditation en disant que ça marche pas, alors que c'est pas vraiment ça les instructions de méditation. Et du coup, on va rejeter la méditation en disant que ça marche, mais que c'est pas génial en fait. Elle aide, mais c'est assez limité. C'est vraiment des sparadraps en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir aux origines pour pas se tromper de terme. On s'en fout un peu des termes, mais c'est important de savoir de quoi on parle. Donc dans la méditation, par contre, on cherche juste à observer ce qu'il est, on se met dans la peau d'un observateur et on essaye de se détendre avec tout ce qui vient en fait. Et c'est ça qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Donc cette méditation, elle a des effets sur le stress, c'est simplement en entraînant de manière quotidienne à lâcher le chemin des pensées. L'exercice de la méditation, elle cherche à lâcher doucement le chemin des pensées, les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur les autres en fait, c'est ça l'idée. On utilise un support de méditation, que ce soit la respiration, les sensations corporelles, comme dans la relaxation, les bruits, les odeurs, la musique, les sons si on veut, mais on va mettre une attention de manière assez volontaire sur le fait de ne pas se laisser embarquer par les pensées qui sont souvent anxiogènes, catastrophiques, j'en sais rien, sur l'avenir ou sur le passé. Donc en faisant ça, on prend conscience de la nature véritable de nos pensées, dont on parle au bouddhisme, c'est-à-dire que c'est juste une pensée finalement. Dans les mécanismes d'angoisse et de stress, justement, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait plus vraiment la différence entre une pensée et la réalité. Ici, c'est pour ça que la méditation de pleine conscience, elle a toute sa place dans le problème de l'anxiété, par exemple, parce que on prend conscience qu'une pensée n'est qu'une pensée, et voilà, et du coup, on arrête de la réifier, on dit. Quand on médite, on finit par développer aussi des qualités, en fait, c'est ce qui est dans le bouddhisme. Et du coup, certaines qualités, elles ne sont pas forcément liées à de la bienveillance ou de l'indulgence ou de la non-violence. Certaines qualités, c'est par exemple des qualités de concentration. Et du coup, j'ai justement entendu dire que parfois la méditation, elle était employée par des tireurs d'élite dans l'armée pour mieux se concentrer, et donc même pour aller tuer des gens. Donc c'est là qu'on comprend que la méditation, c'est pas une fin en soi pour développer de la bienveillance. Il faut vraiment que cet objectif, ce soit un souhait en fait. Alors on entend parfois aussi que c'est bien de ne pas avoir de but quand on pratique la méditation. Alors c'est vrai que si on n'a pas, d'avoir un but pour sa méditation de tous les jours, ce qui va être embêtant, c'est que ça va enfermer notre méditation. Il ne faut pas avoir de but dans notre session de méditation. Mais quand on s'engage dans une pratique de méditation, c'est important de s'interroger sur le but qu'on a à long terme en fait. Parce que sinon, c'est comme si on allumait un GPS mais qu'on ne donnait pas de direction. J'allume un moteur et j'attends que l'outil du GPS m'amène là où je lui ai pas dit d'aller. Quelque part, ça va pas marcher en fait. On ne sait pas trop où on va aller. Donc avoir un but pour chaque session, par contre, ça va pas être intéressant. Parce qu'on va comme étriquer un peu notre méditation.
Donc pendant des années de méditation, moi je suis restée un petit peu étriquée. Je trouvais que de ne pas s'intéresser au chemin de pensée, ça me faisait tomber dans un piège qui était le fait d'avoir l'impression de me déconnecter des autres. Parce que pendant longtemps, je confondais l'entraînement de la méditation avec une certaine finalité de ce qu'il fallait atteindre dans sa vie de tous les jours. Et ça créait un petit peu un état bizarre, comme ne plus être en connexion avec les autres. En fait, j'avais l'impression d'un peu me percher en fait. Parce que ne pas s'attacher aux pensées, ça fait un petit peu ça en fait. Il n'y a rien qui nous touche, on est là dans un état un petit peu de rêve en fait. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre justement l'exercice de la méditation avec ce qu'on doit faire dans notre quotidien à chaque instant. Okay, parce que en fait, ça reviendrait au fait que si on s'entraîne à courir pour être en bonne santé, du coup, on va se mettre à courir tout le temps, même quand courir, c'est pas adapté. Alors c'est très bizarre, mais c'est un peu pareil avec la méditation. Quand on est avec les gens, l'idée c'est d'essayer d'être présent avec eux et ce qu'ils vivent en fait, ce qui se passe dans leur vie pour créer des relations, pour s'intéresser en fait. Quand je suis tombée un petit peu dans le piège du perchage, en fait, je me suis dit que la technique elle était mauvaise. Et je me suis mis à ne plus vouloir couper le chemin de mes pensées. C'était une bêtise, hein. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de couper le chemin de mes pensées. Mais je me suis dit que j'allais juste devenir un espace accueillant et non jugeant pour tout ce qui émergeait. Donc en gros, j'ai passé beaucoup de temps à observer mon ego. J'ai observé tous les mécanismes de mon ego et j'ai vu plein de choses. Pas jolies, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées et ça aussi fait monter en moi beaucoup de colère contre moi-même et contre les autres. C'est là que j'ai pris conscience justement que je faisais partie du problème et ça m'a donné quand même cette énorme volonté de vouloir m'en sortir en fait. C'est comme si j'avais pris conscience de de quoi je souffrais en fait. C'était important en fait. Aujourd'hui, je sais que ce travail il est plus de l'ordre psychologique que spirituel, mais finalement il m'aide beaucoup en fait. Parce que je pense que pour savoir ce qui joue dans la relation, pour communiquer avec sincérité et empathie, c'est important de savoir comment on fonctionne. Donc aujourd'hui, ma méditation, elle est en 3 parties en fait. Je commence par un temps de relaxation, en vraiment avoir cette intention de me relaxer en fait, en étant sur ma respiration, dans cette attention de devenir plus calme en fait. Ensuite, je prends un temps où je regarde mes pensées et je me donne ce qu'on appelle de l'auto-empathie à moi-même. J'écoute simplement sans juger, hein, comme on prône dans la CNV, hein, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et j'essaye de me relier à mes besoins, aux besoins des autres pour développer une certaine compassion envers moi. Après, j'ai une troisième partie de ma méditation qui va être vraiment dans cette idée de m'entraîner à lâcher les trains de pensée pour pouvoir le faire quand j'en ai besoin en fait. Et je vois vraiment que ces 3 pratiques-là, c'est celles qui me servent dans mon quotidien. Quand on vit avec les autres, il y a beaucoup d'agitation. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pratiquants, les cheminants spirituels, ils vont s'isoler en fait. Et je pense même qu'ils ont raison de le faire. Mais quand on a des enfants, un boulot, et qu'on choisit quelque part de garder ça, j'avais envie de trouver un moyen de rester quand même avec un cœur ouvert quand il y a toute cette agitation en fait. C'est la grande question à laquelle je cherche à répondre depuis un bout de temps en fait. Et du coup, c'est vraiment dans la CNV que j'ai réussi à faire ce pont-là, en fait, pour quelque part réussir à vivre les valeurs que la spiritualité défend dans un quotidien qui n'est pas un peu isolé du monde en fait. Donc voilà, c'est ça que je développerai dans la prochaine vidéo, en fait, cette idée-là de comment utiliser la méditation, donc cet espace quelque part d'accueil de tout ce qui s'élève en nous en fait, dans cette idée d'aller observer l'ego en fait et de réussir, donc comme je le disais hein, quand je parlais de développer le féminin et le masculin en soi, cette méditation en fait elle va nous permettre de devenir cet espace d'accueil bienveillant, un espace de présence pour nous qui va faire que un espèce d'espace d'amour inconditionnel que j'appelle dans les précédentes vidéos l'espace du yin en fait, et c'est d'essayer d'être moins identifié à justement cet ego en devenant l'observateur de celui-ci et devenir cet espace d'accueil inconditionnel de nous-mêmes et des autres en fait. Et après dans l'espace de la relation en fait de réussir à mettre les mots, réussir à dire, de réussir à traduire
toute cette présence qu'on a développée dans la méditation, la présence au corps, et réussir à le traduire en émotion, en besoin, pour pouvoir rentrer dans une relation intéressante et sincère avec les autres quand on décide de rester dans ces échanges-là, en fait, avec les autres. Quand il y a beaucoup de relations autour de nous, justement. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que c'était clair. Donc la prochaine fois, on passera à comment la CNV, elle est intéressante pour développer un espace du yang, en fait, qui prendrait sa source dans le cœur, justement, dans cet accueil inconditionnel de soi-même et des autres, et comment elle nous aide à faire cette espèce de challenge, en fait, quoi, de réussir à faire ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas simple. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué. Toujours, c'est très difficile de faire ces vidéos où il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, je sais pas.